Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partages d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Lisa Dulin, chef de projet culturel de Yadu, initiative d'artistes en danse urbaine, un incubateur artistique à la Villette. Passionnée de danse depuis l'enfance, Lisa a grandi dans les Ardennes entre modern jazz et hip-hop avant de bifurquer vers la gestion culturelle avec des expériences marquantes auprès de compagnies et lieux emblématiques comme le 104 à Paris. Aujourd'hui, elle met son expertise et sa passion au service de la création et du rayonnement des danses urbaines. Yadu est un programme unique dédié à l'accompagnement et à la professionnalisation des artistes en danse hip-hop et danse dite urbaine. Dans cet épisode, nous reviendrons sur l'origine et l'ambition de Yadu, son fonctionnement, ses spécificités pédagogiques, ainsi que son impact sur les parcours d'artistes. Un échange riche pour mieux comprendre comment se construit un écosystème de soutien aux artistes en danse urbaine et pourquoi Yadu joue un rôle clé dans le paysage culturel actuel. Salut Lisa! Salut Maïwenn! Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ravie d'être ici. Pareil. Écoute, pour commencer, petite question habituelle, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et comment tu es parvenue à devenir chef de projet culturel chez Yadu? Tout à fait. Du coup, tu as déjà un petit peu introduit par rapport à mon parcours d'entrée dans la danse. Moi, j'ai commencé la danse quand j'avais 4 ans avec du modern jazz dans une petite association dans les Ardennes, dans laquelle je suis toujours d'ailleurs, Yes. dont je m'occupe toujours. Et j'ai commencé, on a ouvert une section hip-hop quand j'avais à peu près 12-13 ans. Donc j'ai commencé le hip-hop à ce moment-là par du breakdance, du hip-hop new style. Donc voilà, déjà grosse passion à l'époque pour la danse. J'avais en tête de potentiellement devenir danseuse pro, mais voilà, on en a déjà parlé. L'éloignement, le fait de devoir quitter un peu son cocon ont fait que c'est pas ce qui s'est passé. Et en même temps, j'aimais beaucoup l'organisation d'événements parce que je bossais toujours dans cette association-là. J'étais bénévole, j'en ai repris la présidence avec ma mère quand j'avais à peu près 18 ans. Mais j'avais pas en tête que je pouvais aussi en faire un métier, en fait, l'organisation d'événements culturels et bosser dans la danse. Donc j'ai commencé des études qui n'avaient rien à voir, qui ne m'ont pas plu, mais qui m'ont aussi formée. Et après, en fait, j'ai compris qu'il y avait des formations qui permettaient de faire de la gestion de projets culturels, de faire de l'accompagnement d'artistes. Et donc j'ai commencé mes études à Reims et après je suis partie à Paris parce que j'ai trouvé justement ces formations-là. Et donc j'ai fait une formation à l'université Paris 1 en gestion de projets culturels, gestion des arts et de la culture. Au cours de ces formations, j'ai eu à faire des stages. J'ai commencé par des stages en production et j'ai fait que des stages en production. J'ai fait un premier stage au sein de la compagnie Walden de Joanne Letton, ensuite un stage au sein de la compagnie Burnout de Jeanne Gallois, toujours en production. Ensuite, je suis partie au théâtre de la ville où là j'ai fait un stage au sein du pôle production déléguée et tournée sur les productions déléguées de Bob Wilson, donc plutôt grosse production théâtrale. Donc c'était très chouette aussi parce que je passais de la compagnie de danse à des grosses productions, un gros lieu, donc c'était assez chouette aussi de voir un peu les différentes échelles qui existent dans le milieu. Et ensuite je suis partie au 104 pour faire mon stage de fin d'études, toujours sur les productions déléguées et les tournées, là plusieurs disciplines. Et donc ce qui manquait un peu, c'est que j'avais pas de projet en danse. Donc voilà, j'ai beaucoup appris, j'ai été embauchée à l'issue de mon stage, donc j'y suis restée 3 ans. Et ensuite, donc en 2023, j'ai vu cette offre pour un poste de chef de projet culturel. Exactement. Chef de projet culturel en danse urbaine à la Villette, sur le programme Yadu, qui était un programme que j'avais déjà identifié. Parce qu'au 104, notamment, on avait des chorégraphes qui étaient passés par ce programme-là. Et aussi parce que même quand j'ai travaillé pour Jeanne Gallois était passée par ce programme-là. Donc je l'avais déjà identifié, à peu près ses missions, son envergure. Et voilà, donc j'ai postulé à ces moments-là. J'ai passé différents entretiens.
pour finalement décrocher le poste et débuter mes fonctions en septembre 2023. Donc sur 2 casquettes, vraiment la coordination du programme IADU dont on va parler plus en détail après, et sur la programmation dans hip-hop, donc repérage d'artistes émergents ou moins émergents, et en gros construction d'une programmation dans hip-hop et assimilée pour la Villette en accord avec ma direction. Mais voilà, c'est un peu mes 2 casquettes actuellement. Yes, c'est fou quand même de se dire qu'en post-bac, tu sais pas qu'il existe tout ça. Exactement. Et que t'as fait de la diffusion, de la programmation, de la production, etc. Ça montre... est-ce que tu penses que ça... Après, je sais pas comment ça se passe actuellement à notre époque, parce qu'on n'est plus affilié au collège-lycée, mais... À l'époque, en tout cas, j'ai l'impression aussi, pour ma part, que ça manquait d'orientation culturelle. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas des métiers, en tout cas, qu'on m'a présenté à l'époque. Alors aujourd'hui, je sais pas si ça a changé, mais en tout cas, moi, j'étais dans un lycée de campagne où et j'allais pas voir énormément de spectacles à l'époque. J'en voyais aussi sur les vidéos YouTube, comme beaucoup, plutôt des extraits. En fait, je comprenais ce milieu via aussi ce que j'en voyais sur Internet ou à la télévision. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout en tête, pourtant aujourd'hui ça me paraît logique, et même moi-même qui travaillant dans une association, je me doutais qu'il fallait des gens en fait derrière des projets pour les monter, pour les gérer, mais je pensais pas que je pouvais déjà avoir une formation, apprendre ces métiers-là, et après travailler dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que ça manque, et alors je sais pas comment c'est aujourd'hui, il faudrait que j'interroge des personnes qui sont surtout que le bac a changé, donc peut-être aussi, que peut-être qu'on dirige plus aussi les... On dirait des vieilles qui parlent, le bac a changé. C'est l'année de mes 30 ans là, ça y est. Mais c'est vrai que j'espère en tout cas qu'on peut montrer un peu la palette de choses qu'on peut faire, et que ces métiers-là aussi sont présentés. En tout cas à l'époque, moi, ils n'étaient pas forcément présentés, et c'est pour ça que j'ai mis quelques années à les identifier et à comprendre en fait que je pouvais aussi faire de ma passion un métier, mais de l'autre côté que tu pouvais être artiste, mais si tu l'étais pas par choix ou pour d'autres raisons, tu pouvais quand même bosser dans ce domaine-là et t'épanouir aussi en fait complètement dans tes missions, quoi. Et c'est important, tu vois, d'avoir des personnes aussi comme toi qui représentent ça, tout simplement, et de dire qu'en fait tu peux être artiste à côté, danser, prendre des cours, être pas forcément professionnel mais avoir un bon niveau, ne pas vouloir te professionnaliser en tant qu'artiste. Quand je dis artiste, c'est comédien, acteur, chanteur, artiste de cirque, danseur, peu importe, et pourtant pouvoir travailler dans le secteur culturel. Donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent, il y a des possibilités d'avenir là-dedans, complètement, sans être artiste pur et dur, ou même intermittent du spectacle, parce que je sais pas ce que tu as comme statut. Moi je suis salariée vraiment comme je dépends d'un établissement public. Je suis pas fonctionnaire, parce que certains pensent que comme c'est un établissement public, je suis fonctionnaire. Non, je suis salariée cadre en CDI. Mais par contre, il y a certaines personnes qui font de la production, de l'accompagnement d'artistes en étant intermittents, parce qu'ils vont faire des missions vraiment pour plusieurs compagnies, auquel cas certaines compagnies aiment bien embaucher aussi des personnes pour la production en intermittence. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités aussi en fonction. Tu peux faire aussi un CDD si t'as pas envie de t'engager dans un CDI, en sachant qu'un CDI c'est pareil, si tu veux le rompre à un moment donné, tu peux. Bon, après les suites après sont différentes, mais en tout cas il y a vraiment différentes possibilités, différents types de contrats, aussi en fonction d'avec qui tu vas travailler, et de ce que toi tu veux aussi, tu vas pouvoir adapter, parce que des fois il y a des compagnies qui vont te proposer un certain type de contrat, et voilà, en discutant aussi tu peux arriver sur autre chose. Donc c'est assez, je pense que c'est assez flexible aussi au niveau des possibilités. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as, je pense, certaines personnes qui peuvent avoir peur de l'intermittence, de faire entre guillemets la course au cachet, ou qui peuvent trouver que c'est un peu pour eux, leur vision, leur croyance instable ou pas sécurisant, et de savoir que tu peux avoir des CDD, des CDI aussi à côté, et donc bosser dans le spectacle et en étant avoir cette sécurité, c'est chouette aussi. Non, c'est clair. Ça rassure. Voilà, donc si vous nous écoutez, il y a des possibilités. Il y a des possibilités. dans le secteur culturel. On s'est complètement éparpillé, mais c'est très intéressant. Je reviens sur du coup Yadu. Tout à fait. C'est le cœur de cet épisode. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né Yadu ? Donc Yadu, c'est un programme qui a été cofondé par la Villette et la Fondation de France en 1998, donc il y a presque 30 ans. Donc il est arrivé en fait 2 ans après la première édition, si je ne me trompe pas, 2 ans après la première édition des rencontres urbaines de la Villette, qui était en fait le premier, enfin en tout cas temps fort vraiment national dédié au hip-hop, à la culture hip-hop.
Donc c'était assez fou à l'époque, pour en avoir discuté avec différentes personnes qui ont participé aux premières éditions du festival, elles m'en parlent. En fait, je crois que ça durait à peu près un mois. Et en fait, à la Villette, il y avait des battles, des spectacles de danse, des chantiers, un peu des chantiers en cours de compagnie qui étaient en cours de travail. Il y avait de la danse, il y avait de la musique, il y avait du graphe, il y avait du théâtre aussi à un moment donné. Donc c'était un gros festival, un gros temps fort. Et en fait, t'avais toute la France qui montait aussi à Paris à ce moment-là pour ce temps fort-là. Et donc, ce qui a été identifié à l'époque, c'est qu'il y avait un vrai intérêt pour cette culture-là, mais qu'il y avait du côté des personnes qui souhaitaient se lancer dans la création d'une compagnie, par exemple, qu'il y avait un manque de visibilité donc, de la part des institutions, un manque de soutien et aussi un manque de professionnalisation, parce que pour les danses hip-hop et les danses de club, vraiment tout ce courant-là, ce qu'on appelle les danses dites urbaines, il y avait aussi un manque de professionnalisation parce que par rapport notamment par exemple à la danse contemporaine, qui sont aussi ou d'autres courants, mais qui vont être des danses plus académiques et dans lesquelles tu peux avoir accès à des informations sur la structuration d'une compagnie, sur comment monter un budget de production, en fait peut-être un peu plus tôt. Et c'est vrai que c'était ce sont des danses qui se sont aussi construites un peu aussi en retrait de l'institution et aussi en défiance par rapport à l'institution. Donc il y avait un lien qui n'était pas forcément fait et l'idée c'était de mettre en place ce lien-là, de donner des outils pour visibiliser les danses, de les mettre en réseau, les aider à s'insérer professionnellement. Donc voilà, c'est ce qui a été vraiment identifié à l'époque et je te parlais justement de la défiance par rapport à l'institution et l'idée c'était d'avoir cette problématique-là en tête et d'instaurer en fait un rapport de confiance avec la personne qui prendrait en charge ce programme-là et avec les artistes. Donc il y a eu vraiment différentes personnes qui sont passées sur ce poste-là. Je pense notamment à Chloé Lenôtre qui dirige maintenant l'Auditorium Céno à Annecy, qui est restée 10 ans, Rebecca Bouillou qui travaille maintenant à la Casa Musicale, Rosamélie Dacuna qui est maintenant programmatrice en freelance, qui est passée, Anne Sanogo. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, Anaïs Séneuse aussi, donc que des femmes. À l'époque, les rencontres urbaines, c'était Philippe Moura notamment. Et donc, il y a eu beaucoup de femmes après sur ce poste-là. J'en oublie peut-être, parce que il y a eu aussi des personnes qui sont restées pas longtemps, mais c'est en tout cas pour les personnes qui sont restées principalement. Et t'as pu aussi rencontrer. J'ai pu aussi rencontrer aussi. Donc, t'étais pas là au début de... Exactement. Donc, c'est pour ça, peut-être désolée pour les personnes que j'oublie potentiellement. Mais voilà, l'idée, c'était de créer un programme de soutien vraiment à la création émergente, notamment en danse hip-hop. Et ça s'est fait progressivement, donc au début aussi par l'accompagnement financier. Donc dans les premières années, il y a eu des coproductions, ensuite de la mise à disposition d'espaces, donc dans les espaces de résidence de la Villette, notamment la Locuir qui a 2 studios, le pavillon Villette qui s'est appelé WIP aussi à un moment donné, où on pouvait faire de la résidence. Et après aussi assez tôt en fait, à partir de 2000-2001 je crois, il y a eu des formations qui ont été mises en place justement pour répondre à cette question du problème du manque d'outils, de professionnalisation et de comment savoir se structurer. Et c'était beaucoup des formations aussi au début pour les équipes de production et diffusion des compagnies et quelques chorégraphes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la tendance est un petit peu inversée, on en parlera après au niveau du fonctionnement. Mais voilà, en fait les formations sont arrivées très tôt. Au début il y en avait quelques-unes par an je crois, si je me trompe pas. Et après, voilà, ça s'est structuré en ajoutant petit à petit ce genre d'outils, mais les outils principaux, c'était soutien financier, soutien matériel par la mise à disposition d'espace, et puis aide à la structuration en passant par des formations le plus régulièrement possible. Mais au début, je crois que dans ce que j'ai lu et ce qu'on m'a dit, c'était 1 à 2 par an. Et voilà, ça s'est développé vraiment au fur et à mesure, parce que aussi c'est un programme qui est beaucoup dans l'adaptabilité et qui répond aussi en fait aux enjeux de la période et aussi aux besoins identifiés auprès des chorégraphes, quoi. C'est donc tout ce que tu me disais là, de savoir gérer un budget, savoir produire, diffuser ton spectacle, ce sont les besoins spécifiques auxquels Yadu souhaitait combler dans le paysage de la danse et de la formation. Ouais. Ça faisait partie, qu'en fait comment si tu veux te lancer et en fait créer un spectacle pour le diffuser dans des théâtres ou autres ou dans d'autres lieux, savoir comment je le finance, à partir de là comment je fais un budget de production, comment je vais chercher des financements, vers qui je me tourne, qui je le contacte.
Et l'idée aussi de Yadu, c'était aussi d'avoir un peu l'image Villette qui aidait aussi au niveau visibilité. Et en fait, vraiment une mise en réseau, et c'est ce qu'on fait toujours, et la mise en réseau aide à la professionnalisation pour identifier les chorégraphes, pour se servir de nous, nos contacts, et les mettre en lien en fait avec les chorégraphes qu'on accompagnait. C'était déjà le cas à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui. Et voilà, c'est au niveau des formations, c'était ça. Et puis ça s'étoffe aussi au fur et à mesure. Aujourd'hui, on voit aussi s'il y a des chorégraphes qui ont besoin de se former en dramaturgie, en scénographie, en vidéo. Voilà, on l'adapte. Encore aujourd'hui, on a toujours un socle de formation un peu classique qui va revenir à chaque fois, mais parce que c'est le besoin quand tu te lances. Donc apprendre à se structurer, les écueils juridiques dans lesquels ne pas tomber, monter un budget de production, rechercher des financements autant publics que privés. Voilà, ça revient. Et donc en fait, ça fait 25 ans aussi parce que pour le coup, les formations ont commencé en 2000, donc ça fait 25 ans que c'est un peu le cœur aussi de la formation, et qu'elle s'adapte en fait au fur et à mesure. En fonction des besoins de la période et des chorégraphes, quoi. Complètement. Et puis t'as beau avoir la meilleure forme artistique ou avoir un concept, on en parlait avec Arnaud justement dans son épisode. Si tu sais pas comment vendre ton spectacle, personne ne verra ton art. Donc Exactement. C'est important de faire tout ça. Mais c'est vrai que ça peut faire peur parce que quand t'es chorégraphe ou danseur et que t'as envie de mettre ta patte, d'être dans des studios, tu te retrouves finalement à être beaucoup moins dans les studios, à être plus derrière un ordi. Exactement, tu deviens un couteau suisse. Ouais. En fait, c'était ça aussi l'idée de Yadu, c'était pas en fait que les chorégraphes remplacent le travail de quelqu'un qui serait chargé de production ou quelqu'un qui serait chargé de diffusion. Mais c'était vraiment de donner des outils, parce qu'en fait, les choses sont qu'au début, quand tu te lances, t'as pas la trésorerie pour embaucher quelqu'un pour t'aider sur ces missions-là. Donc l'idée, c'était, ok, tu veux te lancer, on va faire des formations pour que t'aies au moins des bases pour pouvoir faire des choses toi-même. Et le faire sereinement, donc pouvoir te lancer et qu'après te développer et avoir l'argent justement pour pouvoir embaucher. Et l'idée aussi je te parlais avant du rapport de confiance qui s'établissait avec la personne en poste, c'est que toutes les personnes qui étaient là avant moi et donc moi aujourd'hui, on est aussi dans un rapport de confiance. La conseillère en fait Yadu est là pour ça aussi. Moi je me sers aussi de mon expérience en production, c'est qu'en fait tu vois il y a plusieurs chorégraphes dans le programme que je peux accompagner. En fait, je les aide à faire leur premier budget de production, etc. En fait, toutes les choses qui ne peuvent pas encore faire avec quelqu'un qui les accompagnerait. Je prends aussi le relais là-dessus pour être... donc, je remplace pas le travail de quelqu'un qui le ferait, mais au moins, je fais les que je conseille, j'apporte mes connaissances et je peux les aider aussi quand il y a des demandes de subventions, on monte le dossier ensemble. Voilà, donc c'est le rôle aussi de la personne sur Yadu, il est là aussi, c'est de conseiller et d'accompagner en fait le temps que la professionnalisation fasse que tu peux embaucher quelqu'un pour t'accompagner et pour faire ces missions-là, quoi. J'ai une question qui me vient, parce qu'on parlait justement de communication. Pour moi, les réseaux sociaux, maintenant, c'est ultra important en termes de communication. Est-ce que vous abordez ça aussi dans le programme ? Savoir gérer ses réseaux, est-ce qu'il y a une community manager qui vient ou... Alors ça, on n'a pas encore fait de formation sur la communication, parce que c'est vrai que dans les chorégraphes, en tout cas qu'on accompagne, enfin en tout cas dans la promotion actuelle, ils sont déjà assez développés en fait sur les réseaux sociaux. Okay. Moi je trouve en tout cas qu'ils maîtrisent déjà très bien les réseaux sociaux, parce qu'on arrive aussi à une période où je pense peut-être par rapport à il y a 10-15 ans sur les autres chorégraphes, où maintenant en fait quand les chorégraphes intègrent Yadu, ils sont déjà très visibles sur les réseaux sociaux, ils savent comment manier ces outils-là. Après, on va quand même pouvoir l'étoffer. Là, je pense au mois prochain, on fait une formation avec Mouvance sur apprendre à filmer la danse aussi, pour avoir des contenus qui puissent être visibles sur les réseaux sociaux. Donc ça va venir compléter aussi. Mais c'est vrai que c'est pas forcément en fait quelque chose, en tout cas dans la promotion actuelle, qui a été identifié dans les besoins. Okay. Parce que je pense qu'en fait c'est aussi notre génération en fait qui sait plutôt bien manier les réseaux sociaux et répondre aussi à ce qui peut marcher ou pas. Mais c'est aussi une question bien sûr, parce que la vie, moi je le constate, moi par exemple sur mon repérage, c'est que je fais aussi énormément de repérage via Instagram. Depuis des années, j'ai toujours suivi beaucoup de danseurs et danseuses, et donc en fait je fais beaucoup de repérage aussi de potentiels spectacles ou de potentielles personnes qui pourraient être intéressées par Yadu via Instagram. Okay. Parce qu'en fait le repérage passe par ça aussi, où tu vois un spectacle passer, je sais pas, aux Pays-Bas, que t'aurais pas du tout identifié autrement,
autrement, moi je peux le voir aussi grâce à ça parce que repartage, etc. Donc c'est vrai que pour ça sert aussi beaucoup. Je sais pas dans quelle mesure les programmateurs et programmatrices s'en servent aujourd'hui. Je pense que moi, c'est parce que je fais partie de la jeune génération. C'est ce que j'allais dire, c'est que nous, on est la génération un peu internet, réseaux sociaux. Exactement. On a cet esprit-là. Ça veut pas dire qu'attention, les générations d'avant nous ne l'ont pas. Ouais. Mais c'est peut-être plus instinctif chez nous. Exactement. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça aussi que tu vas peut-être moins te déplacer pour aller voir ce qui se passe, parce que déjà aussi, tu peux voir des choses en amont et découvrir des choses en avance, en fait, en étant sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, du coup, le fait d'aller prospecter un petit peu sur les réseaux sociaux, ça sert aussi à savoir si le travail de l'artiste est déjà bien entamé ou pas. C'est ça, en fait, quand on va avoir... Parce qu'au niveau du fonctionnement, au début, en fait, c'était un programme de manière globale. Les formations étaient un peu ouvertes à tout le monde sur inscription. Et en fait, après, il y a eu plusieurs études pour voir un peu comment on pouvait améliorer le programme et se rendre compte que ce serait aussi intéressant d'avoir un système d'incubateur. Donc, le principe d'incubateur est un peu arrivé après. Et en fait, c'est que dans cet incubateur-là, on a une dizaine de chorégraphes qui sont suivis de manière plus proche pendant 2 années. Et maintenant, les formations sont, entre guillemets, réservées à la dizaine de chorégraphes qui sont dans l'incubateur. Donc là, moi, quand je suis arrivée, peu de temps après, il y avait une promotion qui démarrait, donc en janvier 24, qui va se terminer là, cette année, en décembre 2025. Et donc, en fait, ça permet de resserrer l'accompagnement sur une dizaine de chorégraphes pour être plus efficace, pour avoir plus de temps aussi à dédier. Donc ça, c'est un peu resserré de cette manière-là, en fait, sur la partie chorégraphe suivie. Mais l'objectif de Yadu reste, en fait, d'être un partenaire sur le long terme. Donc, on a des chorégraphes qui sont passés par l'incubateur ou qui ont suivi des formations il y a longtemps, mais qu'on continue à suivre, à recevoir en rendez-vous, en résidence ou à coproduire. Mais en parallèle de ça, moi, j'accueille aussi en résidence où je coproduis aussi. Enfin, quand je dis moi, c'est le programme Yadu. On accueille aussi en résidence et on coproduit aussi des chorégraphes qui sont pas passés par l'incubateur, qui peut-être n'y passeront pas par la suite. Mais en tout cas, voilà, on a aussi un support en complément en fonction de ce qui nous reste aussi en termes d'espace. Parce que je partage aussi mes espaces avec les autres disciplines à la Villette. On n'a pas que des résidences en danse hip-hop. Mais voilà, s'il nous reste des créneaux aussi, on peut répondre à ce besoin-là pour des personnes qui veulent pas forcément passer par l'incubateur, mais qui souhaiteraient être accompagnées et soutenues par Yadu, c'est possible aussi, quoi. Ok, quand tu dis discipline, c'est d'autres styles de danse. Ouais, et d'autres disciplines de manière générale, parce qu'on accueille aussi des résidences en théâtre, en cirque, en magie à la Villette. Donc moi aussi, je partage les espaces de résidence avec d'autres disciplines, même si c'est vrai que la grosse partie des résidences qu'on fait à la Villette, enfin la plus grande discipline, c'est les danses hip-hop. On a à peu près, en fonction des années, on est entre 20 et 25 compagnies accueillies en résidence en année civile. Donc ce qui est quand même déjà pas mal, en sachant que l'espace est partagé avec d'autres. Mais c'est ce qu'on reçoit quand même le plus, parce qu'il y a un besoin aussi des danses hip-hop d'avoir des espaces. Et aussi parce qu'on peut faire un peu de résidence technique. J'ai pas une enveloppe énorme sur la partie technique, et puis ça va très vite en fait. Quand tu fais un montage lumière, ça va très vite. Ouais. Mais en tout cas, j'ai un petit budget sur la partie technique, donc on peut aussi faire des créations lumière. On le fait surtout pour les chorégraphes qu'on va coproduire et qu'on va potentiellement diffuser après à la Villette. Mais voilà, on peut le faire. Et c'est vrai que de toute façon, il y a un besoin aussi, et je pense aussi parce que Yadu est très identifié. Donc les chorégraphes, quand ils ont besoin d'espace, ils vont souvent se tourner d'abord vers Yadu pour avoir un espace à disposition. Mais voilà, on en reçoit vraiment toute l'année. Ok. Je revenais sur le comment, à qui s'adresse la formation. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir une pratique artistique ou un projet concret pour postuler, ou est-ce que vous, quand vous voyez sur les réseaux que la personne elle a déjà une patte artistique mais qu'elle n'a pas un projet concret, elle peut quand même intégrer le projet? Mais alors en fait, quand on lance, là les candidatures, elles avaient été lancées avant mon arrivée en 2023, mais j'avais vu un peu les questions qui étaient posées, et moi j'ai participé aussi à une partie de la sélection des chorégraphes, et je vois aussi par rapport à ce qu'on va faire pour la prochaine promotion, l'idée c'est quand même d'avoir soit déjà créé une première pièce, ou en tout cas avoir déjà l'idée d'une première pièce. Parce que l'idée c'est
c'est qu'on puisse entrer assez vite en résidence pour travailler sur ce projet-là. Donc même si la première pièce est pas encore entamée et que c'est en fait Yadu qui développe la première semaine de résidence, l'idée c'est quand même d'avoir déjà un projet en tête, à peu près en tout cas, et au niveau, donc c'est un peu le premier critère. Après ça va être toutes disciplines issues des danses hip-hop, danses de club ou danses dites urbaines. Donc on va avoir aussi tu vois, des danses comme le krump qui sont dedans. Là je vois dans la promotion actuelle, on a des chorégraphes qui sont hip-hop freestyle, en krump, en break, en walking, en voguing, en électro, donc on couvre vraiment toutes les danses. Là on a coproduit aussi, on accompagne aussi depuis récemment une chorégraphe Julia Ortola en locking, donc on essaye de toucher à toutes les disciplines qui s'intègrent dans ce champ-là. Donc ça c'est un peu le deuxième critère en termes d'esthétique. Et après aussi avoir envie de se former et être disponible aussi, parce que c'est vrai que comme les chorégraphes qu'on accompagne sont entrepreneurs et aussi interprètes à côté, si jamais en fait pendant 6 mois t'es en tournée, oui bien sûr, là voilà, c'est pour ça qu'on demande aussi, au-delà de l'envie, il faut aussi être disponible. On peut faire en présentiel, mais on peut faire, il y a quelques formations qui peuvent se faire en visio, mais c'est sûr qu'en fait l'idée aussi des formations, c'est qu'on ait un moment où pendant 2 journées on est avec tous les chorégraphes, parce que ça crée aussi un espace d'échange, de cohésion, de partage d'expérience. Et c'est vrai que quand t'es à distance tu perds un peu aussi ça, mais en tout cas on peut le faire. Là je vois, on a des chorégraphes qui sont à distance à certaines périodes, et on peut suivre en visio, mais ça dépend aussi des formations et du format qu'elles vont prendre. Oui, ça dépend du profil, ça exactement dépend, puis aussi ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu rentres en résidence, globalement t'es au plateau, aussi pour créer artistiquement, donc c'est dur d'être à distance et de donner des retours. C'est ça. Quand je dis au plateau, pour les personnes qui écoutent et qui sont pas dans la danse, c'est on va dire qui occupe l'espace scénique. Voilà. Et après, il faut être aussi installé juste sur le territoire français, parce que c'est pas ouvert que aux chorégraphes issus de l'Île-de-France. Et nous, donc, on prend en charge les frais de déplacement, les frais d'hébergement et les défraiements repas. Donc c'est pour ça qu'on ouvre aussi l'appel à tout le territoire, et les formations sont gratuites aussi, donc tout est pris en charge. Donc l'idée c'est que les chorégraphes n'aient rien à payer en fait sur ces temps de formation là, et qui sont on va dire on est sur un volume de entre 120 je pense et 140 heures par an. Comment à peu près. En fait on a des formations qui vont avoir lieu à peu près tous les 2 mois ou plus. Là tu vois par exemple sur ce début d'année on n'en a pas encore eu, mais aussi parce que j'essaye de jongler entre les plannings de tout le monde, et c'est vrai que ça c'est un peu compliqué. Moi j'étais un peu dans l'utopie au début de me dire que j'allais réussir à avoir tout le monde sur toutes les formations, mais c'est pas possible. Mais voilà, donc en fait ça va et là tu vois on va en avoir plusieurs concentrés sur mai-juin, parce que c'était une période où j'arrivais à avoir plusieurs disponibilités sur les chorégraphes. Donc en fait c'est variable, on l'adapte aussi, encore une fois c'est beaucoup d'adaptabilité sur ce programme là. Sur les 120, pardon je te coupe, sur les 140 heures, quelle place prend la pratique artistique dans la formation par rapport à la théorie? Tu vois comment c'est divisé dans le contenu des formations? Oui. Alors ça va dépendre vraiment des formations. On a quand même beaucoup de formations sur de la théorie, mais aussi sur de la mise en pratique. Au niveau de la pratique artistique, en fait, on en a assez peu, parce que ça va être plus des formations pour apprendre à se structurer ou pour apprendre des compétences. Mais par contre, je le vois l'année dernière, on a fait une formation sur la santé mentale avec Marlène Gobert, qui est une chorégraphe qui est passée justement par Yadu et qui a développé un programme de formation justement sur la gestion de carrière pour les porteurs-porteuses de projets en danse hip-hop. Et donc là, en fait, on a eu 2 jours de formation, et les matinées, elles étaient dédiées à la pratique. On a fait... donc il y avait des séances de yoga, etc. Et du coup, parce qu'elle lit beaucoup dans sa pratique aussi, la pratique physique au sein de la formation. Mais sinon, on n'a pas en tout cas... Enfin, si tu parles de pratique artistique en termes de... En gros, pratiquer la danse, en tout cas, au sein de la formation, c'est pas le cas. Mais par contre, toutes les formations, on va avoir des formations à thématique artistique. Typiquement, celle qu'on va faire avec Mouvance, où là, on va quand même demander... Les chorégraphes vont forcément danser, parce qu'on va apprendre aussi à se filmer, comment développer des projets vidéo. Non, quand je parlais d'artistique, c'était, tu vois, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'avoir accès au plateau. Ouais. Est-ce qu'il y a, je sais pas, juste 1 heure par semaine ou 2 ou 4 où tu peux accéder au plateau, ou pas du tout, ou c'est en fonction du projet de chacun, Alors, comment après, ça s'adapte? pour caler les résidences, en fait, le fait est que comme nous, on est un établissement public, donc ça, c'est assez chouette, mais du coup, ça a des lourdeurs
lourdeur aussi administrative derrière. Et donc, on peut pas, tu vois, mettre à disposition un studio pour une journée, par-ci, par-là. Il faut forcément, comme on doit faire un contrat de mise à disposition à chaque fois, on fait toujours des mises à disposition pour une semaine ou en tout cas 5 jours, mais on peut pas en fait, si tu veux, dépanner pour 1 ou 2 journées. Donc du coup, quand on est en temps de formation, les 2 jours sont dédiés à la formation et après l'accès en fait au studio se fait sur les temps de résidence, mais qui sont plutôt sur une semaine de travail. C'est vrai que j'ai souvent la demande de certains chorégraphes de est-ce que le studio serait disponible tel jour, même juste une demi-journée, et c'est pas que je veux pas, c'est que soit le studio est pris et nous en fait derrière c'est un contrat à rédiger et en fait comme ça demande beaucoup aussi, on a déjà un gros volume de contrats à la Villette, on peut pas en fait faire un contrat à chaque fois pour 3 heures de répétition, c'est un peu le côté rigide aussi d'être un établissement public. Mais voilà, ça a ses avantages et ça a aussi ses inconvénients. Mais en tout cas, voilà, dans la formation, on va plutôt être sur des journées où on est plutôt en salle de formation. Pour apprendre à budgéter, vendre son spectacle. Exactement, etc. mais c'est pour ça qu'on a quand même des formations avec de la mise en pratique aussi voilà, c'est cool d'apprendre de la théorie, mais aussi d'avoir de la mise en pratique et aussi que la mise en réseau aussi arrive à ce moment-là. Je pense à des formations qu'on a faites avec Lou Germain, qui a cofondé la compagnie Lady Rocks avec Léa Cazoran et qui aussi a développé un programme de formation et qui intervient beaucoup sur Yadu. Elle a été stagiaire d'ailleurs de Yadu il y a pas mal d'années. Et donc elle a développé un programme de formation et elle intervient aussi sur un module qui s'appelle mise en situation artiste professionnel. Et donc là, en fait, c'est sur 1 ou 2 journées, en fait, en fonction du programme qu'on a. En fait, c'est du speed dating entre programmateurs, programmatrices ou professionnels, en tout cas du monde de la culture, et chorégraphes. Et donc, en fait, en soi, c'est un exercice parce qu'en fait, l'idée, c'est que le ou la chorégraphe présente son projet, qu'il y a un échange, et en fait, à l'issue de ça, le ou la professionnelle en face lui fait des retours sur comment mieux présenter, comment mieux parler de ton projet, etc. Donc, en soi, c'est un exercice. Mais en fait, le contact là, il est gardé après parce que c'est des vrais programmateurs, programmatrices qui sont présents. Donc en fait, là, ça va être un exercice, mais c'est aussi directement professionnel parce que ça te met en réseau directement. Je mettrai tous les liens dans la bio. Ça peut être intéressant en complément. Ouais. Et ça a vraiment aidé. Là, on en a fait 2 sessions au mois de novembre. On va en refaire 2 au mois de juin. Et c'est vrai que pour beaucoup des chorégraphes dans la promotion actuelle, en fait, ça a développé après en fait des dates avec des programmateurs, programmatrices qui étaient là. Donc ça a eu un vrai impact. Et c'est vrai que je crois que pour l'instant, dans ce que les chorégraphes ont dit, ça a été leur temps de formation en fait préféré parce que c'était concret et parce qu'il y a eu il y a eu des fois quand tu fais une formation, tu sens pas tout de suite les effets de la formation. Tu dis bon, certes, j'ai appris à faire ça, mais bon, maintenant je sais faire mon budget, mais c'est pas pour ça que les financements vont tomber demain. Alors que là, pour le coup, cette formation-là, en fait, ça a débloqué en fait des temps de résidence, des coproductions ou des dates pour certains et certaines directement après. Donc ça, c'est aussi appréciable de dire ok, j'ai une formation et tout de suite j'en vois les effets et ça a un impact tout de suite en fait sur le développement de mon projet. Complètement. Je reviens sur les financements, parce que tu me disais que pour les artistes, les personnes qui postulaient à la formation Yadu, c'était gratuit. Mais derrière, vous, comment vous faites pour que ce soit gratuit ? C'est quoi vos ressources de financement ? Alors du coup, comme je le disais au tout début, on a été cofondé par la Fondation de France, donc qui finance aussi le programme Yadu. Là, la Fondation de France va se retirer petit à petit, mais parce que voilà, la cofondée, ça va faire 30 ans, et l'idée c'est que aussi elle puisse financer d'autres projets. Donc nous, on essaye aussi de trouver d'autres sources de financement. Donc il y a bien sûr la Villette qui finance aussi le programme, donc la Fondation de France encore actuellement. On a été aussi financé à un moment donné par la Caisse des dépôts, ça s'est arrêté, et là l'année dernière on a postulé à l'appel de soutien de la Caisse des dépôts sur le mécénat danse, sur l'axe professionnalisation des chorégraphes qu'on a remporté sur l'année 2024. Donc on a eu un financement de la Caisse des dépôts
On a refait une demande là cette année, donc on attend la réponse, on saura le mois prochain. On croise les doigts. Et donc là, on a demandé un financement pluriannuel pour que voilà, pendant 3 ans, on ait l'accompagnement de la Caisse des dépôts, ce qui est déjà super de l'avoir eu là, parce que c'est aussi un gage de qualité sur ce qu'on fait, c'est que ce qu'on fait est considéré comme étant qualitatif et utile. Donc on a ce financement-là. On a aussi été financé par l'ANCT, qui est l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Donc on a été financé pendant quand même pas mal d'années. Là, la dernière année où on a été financé, c'était 2023. Là, on a refait une demande de financement pluriannuel. Donc ça, on a été financé aussi par le fonds Porosus en 2022, qui est comme un fonds de soutien pour la danse et le sport. Donc ça, c'était là sur l'année 2022, si je me trompe pas. On a été aussi il y a pas mal d'années, mais j'étais pas là, mais je sais que je l'avais lu, on avait eu un financement de la SACD aussi à un moment donné. Donc voilà. SACD ? Ouais. Donc on a eu plusieurs sources de financement. Et voilà, actuellement c'est ce qu'on a, mais l'idée c'est que voilà, qu'on puisse maintenir le programme, qu'on trouve des financeurs aussi, parce qu'on a un budget qui est à peu près à l'équilibre, mais voilà, on aimerait aussi développer des choses, avoir plus de budget pour faire de la coproduction, avoir plus de budget pour faire plus d'accueil technique, parce que c'est un vrai besoin qui est identifié et c'est pas facile pour les chorégraphes de trouver des lieux qui peuvent faire une résidence technique. Donc voilà, on essaye aussi de trouver des nouveaux financeurs pour pouvoir répondre à ces besoins-là et pour pouvoir développer davantage nos actions, déjà les stabiliser avec les partenaires qui pourraient se retirer et qui vont se retirer dans les années à venir, mais aussi pour développer et avoir plus de choses aussi à mettre en place pour le programme, quoi. Au niveau des intervenants, on en a un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres intervenants extérieurs qui sont régulièrement invités ? Et si oui, selon quels critères ? Alors, on en a qui interviennent depuis pas mal d'années, donc je te parlais de Lou Germain, justement. Il y a Gaël Piton aussi, qui est coach et sophrologue, qui intervient depuis plusieurs années sur Yadu, donc sur des séances de coaching collectif. Ça, on l'a fait en septembre. L'idée, donc, c'est de travailler sur la cohésion de groupe, sur comment développer son projet. Elle avait donné pas mal de conseils aussi sur comment te développer, comment organiser ton travail. Et elle a fait aussi, on a pris en charge une séance individuelle par chorégraphe, qui est une séance de coaching vraiment sur le développement de son projet. Gaëlle Piton, elle avait aussi accompagné la candidature du collectif FAIR à l'époque, qui a pris la direction du CCN de Rennes j'ai un doute sur la 2019, si je me trompe pas sur l'année. Elle avait accompagné leur candidature et c'est vrai que c'est assez chouette parce que certains chorégraphes après la séance individuelle qui avait été prise en charge par Yadu, ont continué en fait à prendre des séances avec elle parce qu'en fait c'est chouette aussi d'avoir un suivi, d'avoir son expertise. Elle a travaillé aussi pour la Juste Debout School, donc en fait elle a aussi un regard sur les danses hip-hop et la manière dont elles vivent et se construisent. Donc je pense comment elles évoluent. On va avoir en juin Anne Lemotet, Noun, qui était déjà intervenue sur le programme il y a quelques années et qui va intervenir à nouveau. Donc elles font partie un peu des intervenants qui reviennent souvent. On avait aussi Jean Vincent, qui est un avocat qui là qui va partir à la retraite, mais dont la formation va être reprise par quelqu'un d'autre derrière, mais il était intervenu plusieurs fois. En gros, c'était la première formation qu'on a faite pour la promotion en cours l'année, donc on l'a faite l'année dernière en mars 24. Et c'était sur structurer les aspects juridiques de son projet. Et en fait, c'était assez intéressant sur cette formation-là, c'est que au-delà de son propre projet en tant que chorégraphe, en fait, il a une telle expertise en fait sur son sujet, sur les droits d'auteur, etc. Que même sur la partie en fait interprète, les chorégraphes se sont rendus compte qu'à plein de reprises, en fait, il y avait plein de clauses qui n'allaient pas du tout dans les contrats qu'ils avaient signés en tant qu'interprète. Et ça a été intéressant aussi pour ça, en fait, parce qu'ils se sont dit, cette formation, elle nous sert pour le futur, pour se protéger, mais aussi, elle nous sert aussi pour les projets futurs en tant qu'interprète, pas que en tant que chorégraphe. Donc ça, on va continuer à la mettre en place. Lui, il sera remplacé par quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que c'est une formation qui est très très chouette. Et voilà, après on adapte aussi en fonction des années, mais c'est un peu les intervenants qui reviennent souvent. La mouvance, on a développé on a commencé à travailler avec eux ces dernières années, notamment sur la création de contenu pour les spectacles hip-hop à la Villette. Donc voilà, on adapte aussi en fonction des besoins, comme je te le disais, des chorégraphes. Là, on va faire aussi des formations sur la dramaturgie, comment aussi parler de son projet. Et Lou Germain, notamment, fait une formation sur, en gros, comment
parler et vendre son projet quand il n'existe pas encore. Ce qui est très intéressant comme formation parce que des fois tu dis ok j'ai une idée et on me demande d'en parler mais comment j'en parle et Bien sûr, savoir pitcher ses projets, exactement. C'est un exercice parce que finalement toi tu crées quelque chose mais personne ne t'attend avec ça. Donc à quel moment tu te sens légitime aussi d'avoir ton projet sur le marché? Ouais, et puis tous les chorégraphes, tu vois, sont pas tous et toutes autant à l'aise aussi avec la prise de parole sur comment parler de ton projet, mais des fois c'est juste en termes de caractère et y a pas de souci, c'est humain, ça s'apprend. Et mais voilà, ça sert aussi à ça et les exercices justement de mise en situation avec pro t'aident aussi à ça parce que tu vas avoir du coup différents retours de différentes personnalités qui vont te dire OK, là je pense que tu aurais pu vendre ton projet plutôt de cette manière là, je pense que c'est intéressant d'en parler sous cet angle-là. Donc ça, c'est assez chouette. Et aussi, ce qu'on fait pour compléter les formations, c'est qu'on fait aussi des rencontres, tu vois, qui vont plus prendre la forme d'une intervention. Là, par exemple, l'année dernière, on a fait une intervention en diffusion avec Antonin Coutouli, qui est un diffuseur qui bosse depuis pas mal d'années sur des projets qu'on accueille à la Villette, qui lui en gros a fait une demi-journée où il parle de diffusion, il répond aux questions, donc ça c'est intéressant aussi parce qu'on n'est pas sur un format formation typique, on t'envoie de la théorie pendant 48 heures, mais où voilà c'est aussi un échange et en même temps tu repars quand même avec beaucoup de compétences. On avait fait aussi intervenir en septembre dernier David Maty qui bosse à la DGCA, la Direction Générale de la Création Artistique, pour présenter en gros le paysage de la danse en France, qu'est-ce qu'un CCN, Centre chorégraphique national, quelles sont ses missions, donc voilà, pour présenter, pour comprendre un peu aussi l'écosystème de la danse en France. Là je suis en lien, mais je crois que d'ailleurs que c'était prévu que tu les reçoies avec les 2 juristes du CND qui doivent intervenir plutôt à l'automne pour compléter aussi la formation qu'on a faite sur le juridique, voilà, pour répondre aussi à des questions qui seraient encore un peu floues pour les chorégraphes. On va aussi avoir j'aimerais bien faire une intervention notamment avec la DGCA, tu vois, pas avec la DGCA, pardon, avec la DRAC, avec l'ONDA, qui est l'Office national pour la diffusion artistique. La DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. En gros, il y a une DRAC dans chaque région, et voilà, c'est de comprendre aussi comment fonctionnent les demandes de subventions auprès de la DRAC, etc. Donc faire aussi des rencontres, un peu rencontres métiers, mais aussi comprendre aussi différents pôles, voilà, ce que chacun peut s'apporter, ce que chacun fait, quelles sont les missions, comment postuler, etc. Donc un peu voilà, des rencontres et aussi des rencontres métiers dans le sens où je sais que ça avait été fait par le passé, mais faire intervenir aussi des programmateurs, programmatrices sur une demi-journée, voilà, pour expliquer voilà, moi comment je fonctionne, quel type de spectacle je diffuse, si vous voulez faire un mail ou contacter quelqu'un qui bosse dans la programmation, comment vous pouvez le faire, parce que chaque lieu fonctionne différemment aussi. Si tu t'adresses à un théâtre municipal, à une scène nationale, en fait ce sera pas les mêmes fonds derrière, en fait, la même possibilité d'accompagnement. Donc voilà, aussi essayer de faire intervenir différents types de personnes pour compléter les formations plus théoriques. Mais voilà, aussi, moi, je suis à l'écoute de toute façon des chorégraphes. Si je leur ai déjà posé la question, je leur ai dit, voilà, moi, je vous fais des propositions sur les formations qu'on met en place. Mais par contre, si vous avez des besoins que moi, j'ai pas identifiés, n'hésitez pas à m'en faire part. Comme ça, nous, on met en place aussi une formation pour répondre à ce besoin-là. L'idée, voilà, c'est d'être pas seulement prescripteur, mais aussi accompagnateur dans la démarche, et de t'accompagner au mieux et de répondre mieux aux besoins, en sachant que même une fois que tu sors de l'incubateur, moi par exemple, des fois il y a des formations où j'ai des chorégraphes de la promotion actuelle qui vont pas être dispo, et en fait je contacte des fois des chorégraphes qui sont passés par les promotions précédentes pour leur demander, écoute, j'ai une place là, est-ce que t'es dispo, est-ce que ça t'intéresse? Donc en fait, si après je sais pas, dans 2 ans on fait une formation qui intéresse un ou une chorégraphe qui est passé il y a quelques années par l'incubateur, il pourra toujours accéder à la formation sans souci, quoi. Donc c'est aussi, il y a ces 2 ans là un peu resserrés, mais on reste aussi un partenaire vraiment sur le long terme, et voilà, c'est pas fermé une fois que t'as fini tes 2 ans d'incubateur. Bien sûr. Donc c'est quoi qu'il arrive, l'incubation elle est de 2 ans. Elle est de 2 ans, ouais. Et il y a des petits modules de 1 mois ou 2 mois, des mini-formations, si on peut dire ça comme ça? Non, en fait, on a vraiment des formations qui vont durer en général 2 journées, max
3 journées à peu près, et je pense tous les 2 mois environ. Donc ça va pas être des mois pleins aussi où il y a des formations, mais là ça va s'échelonner. L'année dernière, on en avait eu en mars, en avril, après en septembre, octobre, novembre. Tu vois, c'est un peu, c'est pas vraiment régulier. Janvier, mars, vraiment tous les 2 mois. Okay. Là, cette année, sur le début d'année, on n'en a pas eu. On va en avoir par contre plusieurs sur mai-juin. Et moi, je sais que je vais en caler plus aussi sur la fin d'année, voilà, pour qu'on reste à l'équilibre à peu près sur le volume horaire prévu. Okay. Et donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse aborder un maximum de formations et de thématiques différentes. Et voilà, si l'année prochaine, par exemple en 2026, pour la nouvelle promotion, je fais une formation qu'on n'a pas pu faire dans la promotion précédente, dans ce cas-là, je m'arrangerai aussi à voir avec la personne qui fera la formation, si on peut être plus de 10 personnes. En fait, ça dépend aussi du format. Des fois, être à plus de 10, c'est compliqué parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de questions-réponses, oui. Et auquel cas, c'est un peu compliqué. Là où sur certaines formations, ça va parce qu'on a du temps, parce qu'on sait qu'on va avoir 3 jours et ok, on peut être plus et avoir plus de questions. Donc ça varie aussi un peu. Moi, je pose toujours la question aux personnes avant de faire les formations. On dit ok, est-ce que je peux ouvrir quelques places de plus à d'anciens chorégraphes ? Est-ce que ça fonctionne ? Donc voilà, on adapte. Enfin, je reviens toujours sur ce mot-là, mais c'est vraiment aussi ce qui est propre à Yadu, c'est vraiment l'adaptabilité. C'est chouette. Et vraiment répondre aux besoins, tu vois, à part sur cette question, ce que je te disais sur l'accès au studio qui est moins flexible, ouais. Mais on est quand même, je pense, assez flexible sur la manière de fonctionner. Et voilà, rien que le fait qu'on sait très bien que tous les chorégraphes peuvent pas toujours être présents. Je sais que dans d'autres formations, il faut aussi t'engager à être là tout le temps. Oui. Donc même si moi, j'aimerais bien qu'on soit tout le temps au complet, je sais que c'est pas forcément faisable, à moins de s'y prendre très en amont, mais encore, si tu cales une formation très en amont et qu'un des chorégraphes a un contrat qui est super, enfin ouais. Voilà, à un moment donné, il faut aussi te nourrir. Donc, oui, puis certains sont intermittents, ils ont peut-être besoin de faire leurs heures aussi. Exactement. Donc voilà, on s'adapte aussi en fonction de ça. Et puis, si la personne peut même assister en visio à 50% de la formation, bah, c'est déjà bien, quoi. Oui. Donc, c'est ça aussi, c'est s'adapter et aussi comprendre que l'économie, elle est telle que... En fait, tu peux pas toujours te rendre disponible tout le temps. Oui. Et voilà, c'est aussi c'est ça, s'adapter. Et je pense que c'est ce qui est un peu le maître mot aussi du programme. Est-ce que tu as connaissance un petit peu du type de parcours que suivent les anciennes étudiantes, élèves après leur passage à Yadu ? Bah pour la plupart, ils ont continué dans la création chorégraphique. Ce qui a été aussi chouette à constater. Alors pour le coup, moi je suis arrivée à un moment, enfin je suis pas arrivée il y a si longtemps que ça va faire bientôt 2 ans, mais je le constate en étant en lien avec d'anciens chorégraphes qu'on accueille toujours en résidence, c'est que pour la plupart, ils ont réussi financièrement à avoir quelqu'un qui les accompagne sur la partie production, administration. Bah, t'as reçu Arnaud par exemple, qui maintenant est accompagné par Inop, qui est un bureau de production qui est basé à Bordeaux. Elles accompagnent beaucoup des projets d'ailleurs Yadu, c'est vrai que je crois qu'Arnaud faisait partie des premiers, et maintenant elles accompagnent pas mal d'artistes Yadu, et c'est assez chouette. C'est gratifiant, même pour vous. Ouais, c'est cool, et puis c'est ça. Et puis pour elles, ça montre aussi qu'elles font un travail de qualité parce qu'elles sont contactées quand même par pas mal de compagnies. Et je pense que c'est ça un peu je pense qu'il est le plus marquant au sortir des 2 ans de formation, c'est d'avoir d'avoir réussi à mobiliser assez de partenaires financiers et de soutien pour avoir un petit peu de trésorerie et pouvoir embaucher aussi quelqu'un pour t'accompagner. Donc en soi, c'est cool parce que toi, t'as les clés, t'as le vocabulaire parce que t'as eu des formations, mais donc ça t'a quand même servi, et puis tu peux déléguer derrière, et pour ceux ou celles qui n'arrivent pas encore tout de suite au sortir à embaucher quelqu'un, au moins ils repartent avec des outils pour commencer à bosser à démarcher. Donc ça, je pense que c'est la chose la plus gratifiante, et puis la mise en réseau aussi, en fait, de voir que comme plein de chorégraphes qui sont passés par Yadu maintenant sont diffusés dans d'autres lieux, dans des grandes institutions, aussi sur des tournées un peu plutôt nationales, et puis aussi la mise en lien, parce que c'est vrai que sur ces temps de mise en situation, programmation et artistes, on a aussi contacté Luc Delot, qui est le directeur artistique du festival Summer Dance Forever à Amsterdam, qui lui est extrêmement mobilisé. En novembre, il est venu pendant 1 semaine, je crois, à la Villette, et il est venu sur les 2 sessions depuis Amsterdam pour rencontrer les artistes. Il est venu sur des sorties de résidence, sur des temps forts hip-hop à la Villette.
Et ça a débloqué derrière des dates pour certains et certaines. Donc en plus, on voit que le fait que ce soit la Villette aussi qui est conviée, aussi ça a facilité la mise en réseau. Et donc c'est ça aussi qui est assez bien, c'est que c'est aussi un gage de qualité aussi, je pense que pour certains, de dire ce projet-là est accompagné par Yadu, ok, on peut y aller. Dans tous les cas, quand tu vois qu'il y a plusieurs partenaires financiers, plusieurs soutiens, ça crédibilise et pour certains lieux, ils disent ok, on n'est pas solo à s'engager sur ce projet-là. Ouais. Mais je pense que c'est aussi, on a une telle longévité sur le programme que c'est aussi un gage de qualité de dire ok, bah voilà, cette chorégraphe est passée par Yadu, il ou elle a eu la formation, Yadu a fait confiance, on y va, on est plusieurs et voilà. Donc parce que c'est vrai qu'on est sur le programme Yadu, au-delà de juste l'incubateur, et pour les chorégraphes qu'on peut coproduire, on fait partie souvent des premiers coproducteurs sur les spectacles en danse hip-hop. Souvent tu vas retrouver un peu les mêmes lieux. Oui. Tu vas avoir Yadu, tu vas avoir le Flow à Lille, tu vas avoir le CCN de Rennes, tu vas avoir les studios Diptyque, t'as un peu souvent les mêmes financeurs. Et pour la partie mise en réseau, je rebondis aussi là-dessus, et sur la partie financeur, c'est que Yadu aussi fait partie de 2 réseaux. Un réseau national qui s'appelle le réseau REZO, avec différentes structures sur tout le territoire français, et aussi le réseau Spot, qui a été fondé il y a quelques années par des structures franciliennes. Et en fait, l'idée, c'est là, actuellement, je crois qu'on est 7 dans le réseau. Il y a le Centre de la danse Pierre Doussin au Murau, il y a Visage du Monde à Cergy, il y a La Place à Paris, il y a la ville de Bagneux, on a également le festival Session de style à Athis-Mons. Donc on est et on a aussi la Maison de la musique à Nanterre. Donc en fait on est un réseau vraiment, et l'idée c'est que par année civile on accompagne 2 chorégraphes. On essaie d'avoir toujours un chorégraphe homme, une chorégraphe femme, et en fait on mutualise les moyens. Et c'était ça aussi l'idée de ce réseau-là, c'était de se dire ok, on voit qu'on travaille chacun de notre côté un peu avec le même type de chorégraphe. On n'est que des structures qui défendent à fond la culture hip-hop, les danses hip-hop. Donc en fait travaillons ensemble, mettons en commun en fait des moyens de soutien, que ce soit, alors on peut pas tous et toutes mettre la même chose parce que côté Villette on peut mettre plus en coproduction parce qu'on est un plus gros établissement, mais au moins on mutualise des moyens. Dès qu'on on flèche en fait sur 2 artistes sur une année, coprod, action d'éducation artistique et culturelle, résidence, diffusion si possible. En fait on mutualise vraiment, et ça permet, ça a été aussi un gros soutien pour des chorégraphes qui sont passés par le réseau Spot. Donc nous on essaie aussi de développer nos actions, on essaye d'amener aussi d'autres structures dans ce réseau-là pour être plus justement au sein du réseau et mutualiser davantage de moyens. Et tu vois, par exemple, l'année dernière, on a accompagné Julia Ortola et Karim Kahash. Cette année, on accompagne Nadia et Tombi. Donc voilà, et ça aide vraiment parce que ça mutualise. Et en fait, plutôt que de dire je fais mon soutien dans mon coin, alors qu'en fait, on peut recouper 100% nos actions, étant donné qu'on va accompagner le même type d'artiste. Et ça a aidé aussi, je vois des chorégraphes comme Josepha Madoki, qui a été accompagnée par le réseau, la structure, qui fait partie de la promotion Yadu actuelle, qui est une compagnie de Crump. Donc en fait, ça les a aidés aussi de dire ok, j'ai plusieurs partenaires qui se mettent en commun. Ouais. Et en plus, derrière, ça reste des partenaires aussi pour la suite, pour les projets suivants. Donc ça aussi, c'est quand je parlais de mise en réseau, c'est ce qu'il y a du fait pour mettre en réseau avec d'autres, et ce qu'il y a du fait aussi en tant que membre de réseau pour travailler en commun avec d'autres structures, parce que même sur le territoire national, moi je suis très en lien avec le CCN de Rennes justement, ou avec le Flow à Lille. En fait, on a les mêmes objectifs de soutien aux chorégraphes, de soutien aux danses hip-hop. Donc comment travailler ensemble aussi pour pouvoir développer ça. Je pense aussi à Chloé Le Nôtre qui était sur Yadu, qui est maintenant vers Annecy aussi, d'avoir des pôles un peu sur tout le territoire pour que tout ne soit pas centralisé à Paris. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure de t'es entre guillemets en province et t'as pas accès à toutes les informations culturelles qu'ils puissent avoir, même en sortie d'école, en sortie de scolarité. Donc c'est important évidemment de développer sur le territoire national et de pas centraliser tout à la capitale. Surtout qu'il y a énormément de compagnies à Paris. On rencontre aussi un problème aussi à ce niveau-là pour les financements et pour la diffusion.
quand je vois les demandes de financement auprès de la DRAC, il y a énormément de demandes sur la DRAC Île-de-France. Et c'est vrai que je vois des compagnies qu'on a accompagnées et qui ont déménagé vraiment complètement, qui sont parties dans d'autres régions. Et c'est vrai que en fait, il y a beaucoup moins de demandes sur d'autres régions. Donc déjà, tu disparais moins en fait au milieu d'une pile de dossiers. T'as plus de chance. Exactement. Et en fait, ça marche un peu dans les deux sens. Du coup, c'est chouette de sortir que du réseau francilien et de pouvoir aussi mettre en lien avec d'autres lieux situés plus dans le sud, plus à l'est, à l'ouest, dans le nord de la France. Mais aussi dans le sens où comme nous, on ouvre, par exemple pour la partie incubateur, on ouvre aussi à des chorégraphes sur tout le territoire. C'est bien aussi pour des chorégraphes qui sont pas encore basés à Paris, qui n'ont pas encore d'attache avec des lieux franciliens. Ouais. En fait, ça leur permet là d'entrer dans le réseau francilien. Donc c'est vraiment en fait dans les deux sens. Enfin, en tout cas, on tend à ça. Tout est perfectible évidemment, mais sur tous les aspects du programme. Mais en fait, on tend aussi à ça, à essayer à mettre en place une mise en réseau la plus optimale et qui puisse porter ses fruits vraiment derrière, quoi. Complètement. Écoute, on arrive vers la fin de l'épisode, Lisa. J'ai encore quelques petites questions pour clôturer cette heure de partage. Quels sont les projets futurs et perspectives d'avenir de Yadu ? Tu en as parlé un petit peu tout le long de l'épisode, mais peut-être qu'on peut recondenser un peu. Ouais. Tu me disais qu'en automne, il y avait potentiellement les juristes qui viendraient intervenir. Tout à fait, ouais. Et alors là, déjà, le projet un peu aussi imminent, c'est qu'au mois de mai, on va lancer l'appel à candidature pour la prochaine promotion de Yadu. Okay. Donc on va la lancer au mois de mai sur notre site internet, sur Instagram. Ça va courir pendant tout l'été et à la rentrée, donc il y aura un comité Villette et augmenté avec d'anciens chorégraphes de Yadu qui vont faire la sélection de la dizaine de chorégraphes qui seront accompagnés au sein de l'incubateur pendant 2 années. Donc du coup, pardon, je te coupe, mais qu'est-ce qu'il faut envoyer ? Alors, on aura vraiment, c'est assez simple, c'est pas de pression par rapport à un dossier de subvention, c'est remplir juste vraiment une fiche sur présenter son projet, pourquoi on veut intégrer le dispositif, quelle formation nous intéresserait, sur quel projet on voudrait travailler, c'est plus une présentation. Et voilà, pour que nous, on voit aussi un peu jauger la motivation et aussi la disponibilité. On en revient en fait d'être disponible aussi, se dire que pendant 2 ans, il faut quand même trouver des créneaux pour assister à des formations. Bien sûr. Donc c'est assez large et c'est plus pour apprendre à connaître en fait les chorégraphes qui vont potentiellement intégrer le dispositif. Yes. Donc ça, c'est un peu l'échéance bientôt. Au niveau des formations, effectivement, on en aura avec des juristes à l'automne, des rencontres avec, j'espère, la DRAC, l'ONDA, ça je suis en train je travaille pour le mettre en place. Yes. Et puis aussi, j'aimerais mettre en place une formation en dramaturgie et ça va aussi se compléter en fonction des besoins identifiés par les chorégraphes, ce qu'ils voudraient vraiment faire avant la fin d'année. Et puis aussi, moi j'ai remis ça en place, ça existait depuis presque le début de Yadu, c'est le principe de chantier en cours, où on a des chorégraphes Yadu qui présentent un extrait de leur travail, pas encore terminé, à un public de professionnels. Donc ça s'est fait pendant pas mal d'années à la Villette, et ça s'était fait aussi dans d'autres lieux en France, notamment à la Biennale de la danse de Lyon. Et là, donc, je suis en train de mettre ça de le remettre en place aussi, parce qu'on l'a déjà remis en place à la Villette en novembre 24. Ça a très bien marché parce moi je l'avais mutualisé avec le festival Step, qui est un festival de danse hip-hop pour les chorégraphes justement issus de l'incubateur. Et je l'avais mutualisé au même moment, comme ça les pros pouvaient venir l'après-midi sur les chantiers et le soir sur une date de la Villette. Donc ça avait bien marché. Et donc là, moi, je suis en lien avec la Biennale de la danse de Lyon, comme ça fonctionne une année sur 2, donc pour faire les chantiers cette année, donc à la Biennale en septembre. Donc ça, c'est quasiment acté. Donc pour 2 compagnies, elles vont présenter un extrait de leur travail donc là-bas. Et pour le coup, la Biennale de la danse de Lyon, ça te rassemble énormément de professionnels, mais qui sont aussi internationaux. Donc ça, c'est très chouette en termes de visibilité. Moi, je sais que pour avoir discuté avec mes prédécesseuses sur cette question-là, en fait, pour beaucoup, alors la diffusion était différente aussi à l'époque, à voir aujourd'hui ce que ça donne derrière, parce qu'on n'est pas dans la meilleure des périodes pour la diffusion, mais en soi, c'est compliqué depuis pas mal d'années, donc et ça avait vraiment aidé sur trouver des dates de diffusion et se mettre en lien avec des partenaires internationaux. Donc ça, c'est aussi l'objectif de la rentrée, et moi, dans les projets, j'aimerais bien que ce format-là de chantier en cours, il puisse s'exporter
chez nos partenaires européens notamment. Voilà, travailler, je parle de Luc Delot tout à l'heure, de pouvoir exporter ce format-là au Summer à un moment donné, présenter des chorégraphes Yadu dans le cadre du Summer, le faire aussi peut-être au Breaking Convention, qui est un festival de hip-hop à Londres, ou dans d'autres pays, voilà, avoir exporté aussi ce format-là pour qu'on étende aussi la visibilité du programme. Et voilà, et puis trouver aussi des nouveaux financements pour faire davantage d'actions, que ça puisse profiter à davantage de personnes et d'avoir plus de budget un peu sur tous les postes. Et puis aussi pour pouvoir peut-être accueillir plus de monde, prendre plus de choses en charge. Voilà, c'est un peu les objectifs actuels, vraiment de développer le programme. Et encore une fois aussi, ça va se faire au fur et à mesure en fonction des besoins identifiés pour que ça réponde au mieux. En fait, moi, je vais déjà faire un bilan après ces 2 années-là, avec les retours des chorégraphes, pour voir voilà, ce qui est d'après LE est améliorable, ce qu'il faut conserver absolument, ce dont on peut se passer. Ouais. Et voilà, de s'adapter aussi pour que l'accompagnement soit vraiment sur mesure et évolutif, parce qu'en fait... même au-delà de la demande, la société elle évolue aussi. Tu vois, tout à l'heure, je parlais des réseaux sociaux qui te dit que peut-être demain... un chorégraphe, il sait pas gérer ses réseaux sociaux, mais par contre, il a une vraie patte artistique. Ouais. Peut-être que ça, pour lui, ou elle, ça pourrait l'aider. Enfin, c'est vrai qu'on évolue aussi avec la société et notre temps, quoi. Donc voilà, s'adapter. Encore une fois, j'ai dû le répéter 15 fois, mais c'est vraiment s'adapter. Ce sera le titre de l'épisode, s'adapter. Ouais, et puis je pense aussi travailler, on parlait de rapport de confiance, mais travailler aussi avec de la bienveillance. Ouais. Moi, je pense que c'est à mon endroit ce que j'essaye de faire au maximum. C'est travailler en bienveillance, dans la compréhension aussi de donner en fait les mêmes chances aux chorégraphes des danses hip-hop, mais en ayant en tête les histoires des danses hip-hop, la spécificité que chaque esthétique recouvre, et aussi travailler en fonction de ça, de s'adapter aux besoins aussi de chaque esthétique, parce qu'on va, des chorégraphes en break ou des chorégraphes en walking vont pas avoir les mêmes attentes, les mêmes besoins. Et voilà, c'est de aussi travailler. La bienveillance, elle se trouve aussi à cet endroit-là, d'être dans la compréhension et de travailler ensemble vraiment. Et c'est ce qui est cool aussi, je trouve, sur mon poste, c'est que je suis un endroit de programmation, de repérage, mais en même temps d'accompagnement d'artistes. C'est ce qui est un peu aussi rare dans les personnes qui font de la programmation. Et donc du coup, je trouve que la position est assez chouette, parce que en tout cas, j'essaie de la penser comme ça, dans quelque chose de bienveillant, d'être à l'écoute, et d'essayer autant que faire se peut de bien répondre à tout le monde. Mais c'est vrai que comme c'est un poste qui est en grande autonomie, qui a beaucoup de demandes, c'est pas toujours simple. T'es toute seule ? Ouais. Là, j'ai une stagiaire qui est arrivée il y a 2 semaines, Valentine, qui m'accompagne qui va m'accompagner sur la communication, parce que je gère aussi le compte Instagram de Yadu et toute la com. Donc elle est en train de reprendre ça, de mettre à jour le site. On va lancer une newsletter aussi, j'espère, prochainement. Voilà, c'est ça aussi c'est un poste qui est super, mais qui est aussi en grande autonomie. Donc je crois que je le dis tout le temps à plein de chorégraphes, désolée, je t'ai pas encore répondu, j'ai vu ton mail mais j'ai pas encore répondu. Et c'est ça aussi, je pense. Voilà, peut-être que dans les objectifs du programme, ce serait qu'on puisse être peut-être 2 à un moment donné, tu vois, pour aussi répondre et être plus efficace. Donc voilà, c'est à réfléchir, peut-être qu'il n'y en aura pas le besoin. Mais en tout cas, c'est ce qui est cool sur ce poste, et je pense que même pour mes prédécesseuses, il y a eu ce rapport de confiance et de bienveillance tout au long des parcours, et c'est ce qui fait aussi, je pense, que la pérennité du programme, c'est d'être certes d'accompagner au mieux matériellement, financièrement, mais humainement aussi. Complètement. Ça a été, je pense, ce qui a marqué beaucoup les accompagnements qui ont été mis en place auprès des artistes. Et quels sont, toi, tes projets futurs ? Et bah écoute, pour l'instant, rester sur Yadu, développer le programme. Pour la suite, je sais pas encore, je sais que je veux continuer à travailler dans la danse, peut-être à Paris ou pas, je sais pas exactement, mais en tout cas, je sais que je voudrais rester dans ce domaine-là, accompagner toujours les artistes, et puis aussi, comme je tiens beaucoup au milieu associatif, parce que j'y suis toujours, et je sais beaucoup des passions aussi, elles naissent dans une association, en tout cas dans des plus petits collectifs. Donc voilà, essayer de voir comment je peux allier le tout.
Donc voilà, c'est un peu dans ma tête une espèce de nuage. Oui. Mais voilà, je m'adapte encore une fois. Je vais voir aussi en fonction de ce que me réservent les prochaines années. Yes. Pour l'instant, je vois à court terme ce que j'ai envie de faire. Et puis, ça t'amènera quelque part à long terme. Ça m'amènera quelque part de toute façon, à partir du moment où je suis liée à l'art et à la danse plus précisément. Moi, c'est... Et à partir du moment où tu es alignée aussi avec ce que tu fais. Exactement. Important. Ouais. Tu prends des cours de danse aussi. Ouais, tout à fait. Continuer de prendre des cours de danse. Continuer de prendre des cours de danse, c'est ça aussi, de garder du temps aussi pour ça, parce que c'est un boulot qui te prend quand même beaucoup de temps. Tu vas faire du repérage aussi en soirée, sur des week-ends. J'essaie de faire des battles le plus souvent possible, mais on a énormément de battles en Ile-de-France, qui est super, mais du coup, tu peux pas tout faire. Ah bah oui, des fois, dans la même journée, t'en as 3-4, donc tu peux pas doubler. Exactement, donc c'est aussi ça, et c'est de garder du temps pour soi, parce que c'est un métier qui me passionne vraiment, mais voilà, donc des fois, c'est dur de dire non. Ce soir, je vais pas à un spectacle. Ce soir, je vais prendre un cours de danse. Au juste, je fais rien. Oui, aussi, c'est bien. Tout simplement. Ouais. Et c'est garder ça aussi en tête, parce que en fait, t'es bien dans ton boulot et t'es bien avec les personnes avec qui tu travailles, quand t'es bien aussi dans ta tête sur le plan perso. Donc aussi avoir ça en tête. Et je suis entourée en tout cas de chorégraphes dans cette promotion-là, qui sont assez bienveillants là-dessus aussi, parce qu'ils l'ont en tête pour eux-mêmes, pour leur propre santé mentale. Et ça, c'est assez chouette en fait de se dire, encore une fois, ça rejoint le fait d'être un peu une équipe et de travailler ensemble. C'est eux aussi des fois qui me rappellent, décroche un peu, prends du temps pour toi. Va prendre l'air. Ouais, donc la bienveillance, elle se fait dans les deux sens, et ça c'est chouette, d'avoir ça. Je pense que c'est le cas un peu partout, mais en tout cas sur les chorégraphes qui sont passés par Yadu, en tout cas sur cette promotion-là, celle dont je fais moi l'expérience, il y a quand même une vraie bienveillance ambiante, et ça fait plaisir aussi pour travailler. C'est un peu le maître mot aussi si tu veux travailler sereinement, quoi. Donc complètement d'accord. Est-ce que tu aurais un dernier message, un dernier mot, quelque chose que tu voudrais transmettre par rapport peut-être à toi, je sais pas, la Lisa qui sortait d'école et qui était peut-être un peu paumée et qui s'est dit en fait je vais faire des études qui ne me plaisent pas du tout, et je réaxe quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, qui sont pas forcément danseurs. Ouais, qu'il y a des parcours, je pense, pour tout le monde. Tu peux te retrouver, moi j'aurais pas imaginé quand j'avais 18 ans sortir du lycée de 12 ans plus tard, me retrouver à ce poste-là, parce que j'aurais pu en rêver, mais je l'imaginais pas. Et de se dire que en fait les choses évoluent tellement vite qu'il y a aussi des corps de métier qui vont se développer et auxquels on pense pas encore, donc voilà, de se dire qu'il y a beaucoup à développer. On peut créer aussi des métiers. Je dis ça en ayant en tête qu'on n'est pas dans une période facile pour la culture. On a des coupes budgétaires partout. Le soutien à la culture, il recule vraiment considérablement. Donc j'entends complètement que se lancer dans une carrière dans la culture actuellement, soit pas... Je sais, moi j'ai été diplômée, on était en plein Covid. Donc si tu veux, on était tous en mode, ok, tous les théâtres sont fermés, tous les lieux culturels sont fermés, comment on va faire ? Moi j'ai beaucoup de chance de réussir à rebondir derrière, mais voilà, de se dire qu'il y a plein de métiers aussi qui existent, étant pour les chorégraphes, en fait les chorégraphes qu'on accompagne en sont la preuve. En fait, ils font de la direction de mouvement, ils sont dans la pédagogie, ils sont interprètes aussi à côté, donc en fait les chorégraphes aussi qu'on accompagne sont la preuve que tu peux être multi-casquette. Alors ça peut être très fatigant, mais c'est pas impossible. Et voilà, je pense qu'il y a plein de choses à imaginer, d'organisation d'événements. Donc voilà, je vois aussi beaucoup de force à la génération qui arrive et qui va bosser dans ce domaine-là, parce que c'est pas très serein comme période. Et je l'entends totalement, mais voilà, j'espère que les années à venir seront meilleures pour la culture, qu'on va retrouver des fonds pour la culture, parce que c'est quand même ce qui nous fait beaucoup tenir. Sans art, je pense que le quotidien serait bien plus pénible. Il est déjà, ça peut être déjà pénible, mais l'art apporte quand même un gros sas de décompression dans le quotidien. Donc voilà, si on arrive à maintenir des métiers qui font vivre aussi, qui font vivre tous les types d'art, pas que les danses hip-hop, mais de manière générale. La peinture. Exactement. Tout.
Donc non, j'ai force à la jeune génération qui arrive et force aussi aux chorégraphes que j'espère on accompagne du mieux qu'on peut. Et j'espère qu'il y a d'autres initiatives aussi comme Yadu il y en a déjà qui sont nées entre-temps et j'espère qu'il y en aura d'autres aussi pour qu'on puisse répondre à toutes les demandes et voilà, accompagner au mieux toute la communauté, quoi. Yes, et le meilleur pour Yadu. Ouais. Et le meilleur pour toi aussi, Lisa. Merci beaucoup. À toi merci aussi. pour ton temps. Longue vie à ton podcast. Merci. Aussi. Ça fera 1 an, là, le 26 avril. Donc, ouais, c'est... Et une belle évolution, depuis l'année dernière. Ouais. C'est un long travail, c'est de longue haleine, mais c'est quand tu regardes un peu en arrière et que tu te dis, faut pas lâcher... On avance. Je pense que c'est un peu pareil aussi avec Yadu. Tu te dis, ça existait il y a 30 ans. Bah, c'est ça, mais, en fait. Mais en fait, encore aujourd'hui, tu continues de trouver des axes d'amélioration et d'évolution parce que c'est comme ça. Ouais, tu réponds en fait aux besoins, tu réponds en fait à ce qui t'arrive dessus au niveau de la période, au niveau des enjeux en fait. Socio-économiques, géopolitiques. Donc, mais s'adapter, je le répète. Mais je le calerai quelque part. C'est le maître, c'est le maître mot, réussir à s'adapter pour fonctionner. Et puis aussi, je l'ai aussi dit à des chorégraphes, c'est aussi rester fidèle à soi-même. Je sais que ça peut être difficile quand on est face à des personnes qui font de la programmation, des fois de vouloir un peu changer sa manière de parler, changer son projet parce qu'on est face à telle ou telle personne, mais en soi il vaut peut-être mieux perdre un lieu de diffusion ou un partenaire, mais rester de soi-même. Alors je dis pas, il faut rester à l'écoute parce que les programmateurs et programmatrices vont être là aussi pour te donner des conseils, mais voilà aussi, si t'as un projet, ne change pas tout, du tout. Si d'autres te disent que c'est bien, il faut écouter en fait écouter tous les conseils et puis rester fidèle à soi-même dans son travail. Complètement. Parce que c'est ce qui nous maintiendra aussi dans ce métier-là, quoi. C'est ça, et puis de toute façon, en restant aligné aussi avec soi, on attire des choses qui nous... Ouais. Tant que tu te sens aligné avec tes convictions, je pense que t'es sur plutôt une bonne voie, je crois. Eh ben écoute, ce sont des jolis mots pour terminer cet épisode. Exactement. On est parti en spiritualité, vraiment. Philosophie. Merci Lisa pour ton temps. Merci à toi pour ton accueil. Merci. Et puis si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et notamment, si vous connaissez autour de vous des danseurs, chorégraphes qui souhaiteraient avoir des aides, de l'accompagnement, vous savez du coup vers où vous dirigez. Tout à fait. N'hésitez pas à leur écrire, même si Lisa regarde vos mails, mais elle y répondra. Mais n'y répond pas très vite. Elle y répondra, donc il faut être un petit peu patient, mais voilà, de ne pas hésiter à être curieux sur ce qui se passe dans le monde de la danse en termes d'aide et de financement, de ne pas hésiter à les contacter et donc voilà, de mettre aussi 5 étoiles sur le podcast, de partager sur les réseaux sociaux et de nous envoyer des messages parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, savoir si même vous souhaitez qu'on développe un sujet, si vous avez d'autres questions, pas hésiter, on est là pour ça et pour essayer en tout cas d'y répondre et de vous accompagner au mieux. Merci d'avoir écouté cet épisode, merci Lisa pour ton temps. Merci à toi. Et à bientôt, ciao ciao.